Bienvenue dans 10 raisons d'espérer, le nouveau podcast de l'Institut catholique de Paris. Merci de vous installer. À l'occasion de ses 150 ans, l'ICP tend son micro à ceux qui agissent au quotidien pour faire bouger les lignes. Et à travers l'exemple, Dans chaque épisode, un enseignant-chercheur de l'ICP rencontre un porteur de projet engagé et inspirant. donc la question sous-jacente. Ensemble, ils échangent sur leurs actions pour redessiner l'avenir du monde. Des éclairs de feu dans la nuit. Des explosions. Le 24 février 2022, Ce sont ces bruits sourds d'un autre temps qui ont réveillé les Ukrainiens. la Russie envahit l'Ukraine. Tonight at 10, we're live in Ukraine, a country at war. Une guerre d'ampleur éclate aux portes de l'Union européenne. Au fil des heures, les forces russes s'approchent de Kiev. En quelques heures, l'équilibre géopolitique du continent est bouleversé. Comment parler d'espérance dans un tel contexte ? Comment ne pas tomber dans la résignation sans tomber dans l'illusion ? Pour tenter d'y voir plus clair, un diplomate français, ambassadeur en Ukraine au moment de l'invasion. Bonjour, je m'appelle Étienne de Ponsin, je suis un diplomate français, actuellement ambassadeur de France en Pologne. J'étais précédemment ambassadeur de France en Ukraine et donc à ce titre-là, j'étais aux premières loges lors de l'invasion par la Russie de l'Ukraine le 24 février 2022. Et Grégoire Lecang, enseignant-chercheur à l'ICP. Bonjour, je suis donc maître de conférence en histoire contemporaine. J'ai travaillé sur le terrorisme, les violences politiques dans les années 70 en Italie. Depuis, je commence à travailler un peu sur la non-violence plutôt, et donc sur la manière de lutter contre la violence. Donc on est un peu en plein dans le thème. Ce qui est très encourageant et très émouvant aussi, c'est de voir ce peuple ukrainien qui partage nos valeurs européennes et qui souhaite rejoindre l'Union européenne. Ce serait vraiment à désespérer qu'on ne l'aide pas et qu'on le laisse aller là où il ne veut pas aller. Lorsqu'Étienne de Ponsin prend ses fonctions à Kiev, l'hypothèse d'une invasion générale n'est pas prise au sérieux. Je dois dire que quand j'ai pris mes fonctions, pour être tout à fait honnête, absolument personne ne m'a dit que la Russie risquait d'envahir l'Ukraine. Enfin, il y avait ce conflit dans le Donbass, mais qui était considéré comme un conflit plus ou moins gelé. L'idée que la Russie puisse un jour lancer une offensive générale sur l'Ukraine, très honnêtement, dans toutes les réunions que j'ai faites avant de prendre mon poste, ce qui est normal, on a toute une procédure avant de partir, ce n'était absolument pas à l'ordre du jour, même pas comme une hypothèse extrême. Absolument personne ne m'a dit, tu sais, il pourra t'arriver un jour dans ton mandat que la Russie attaque. Enfin voilà, si quelqu'un m'avait dit ça, il aurait paru presque fou, quoi. Ou alarmiste, trop alarmiste. Voilà. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'erreur d'anticipation. C'est la conviction partagée que certaines lignes ne seraient jamais franchies. Mais le 24 février 2022, ces lignes volent en éclats. À 4h du matin, je me réveille, je regarde par la fenêtre et effectivement je vois au loin des lueurs et c'était les premiers missiles qui tombaient sur l'aéroport de Kiev. Donc après on a appliqué les procédures qui avaient été prévues d'avance, c'est-à-dire se regrouper tous à l'ambassade. Donc ça on a mis en place la cellule de crise et le plan qui avait été préparé. On avait déjà donné quelques jours avant des recommandations très fortes de quitter le pays, mais comme toujours dans ce cas-là, les gens ne les suivent pas forcément. Donc on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient restés, qui étaient un peu en panique en Ukraine. Donc il fallait les aider, ça fut la première mission. Voilà, on a vécu 4 jours difficiles où apparemment les troupes russes sont arrivées, ou les premiers échelons sont arrivés jusqu'à 800 mètres à peu près de l'ambassade. Donc il y avait quand même beaucoup de tensions, beaucoup de tirs dans la ville qu'on entendait. Voilà, il y avait beaucoup de tensions et beaucoup d'inquiétudes. La diplomatie devient gestion de crise. Protéger, informer, décider, tenir. 4 jours enfermés dans une ambassade, une ville sous les tirs. Et une question qui dépasse l'urgence. Comment sortir d'une telle guerre ? Beaucoup d'exemples historiques montrent que malgré tout, même quand on est au plus fort de la guerre, on prépare la paix. Comment vous voyez les choses ?
De votre point de vue, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de cet ordre ? Comment peut se passer une forme de sortie de la guerre ? Aujourd'hui, très honnêtement, je ne vois pas non plus du côté ukrainien, après ce qu'ils ont souffert, après ce qu'ils ont enduré, après le courage qu'ils ont manifesté, je ne vois pas comment ils pourraient accepter de capituler, puisque c'est ça qu'il leur est demandé en réalité. La paix ne peut être une capitulation. Mais une guerre sans perspective d'issue est une impasse. Face à cela, l'histoire rappelle qu'aucun conflit n'est totalement figé. Donc il faut penser autre chose. Il faut penser effectivement des peuples indépendants qui réussiraient malgré tout, par exemple sur le modèle de la réconciliation franco-allemande, qui s'est faite pas uniquement avec des grandes décisions venues du haut, mais qui s'est fait dans un rapport de solidarité au sein de l'Union européenne, aussi par le bas. Voilà. Et donc, penser qu'on peut-être imaginer un autre type de fraternité qui ne serait pas la fraternité qui est la propagande de Poutine, mais qui serait autre chose qu'un repli nationaliste, qui serait par le bas, qui passerait par des initiatives citoyennes et qui serait peut-être invisible, vu d'avion, mais qui peut peut-être exister. Ce qui surprend le diplomate, c'est aussi la résistance ukrainienne. Un peuple qui tient, un peuple qui s'organise, un peuple qui choisit. Je crois que c'est positif qu'un peuple comme le peuple ukrainien résiste. On est face à une résistance nationale. Et donc là, je veux à la fois lui rendre hommage, parce que c'est un peuple extraordinaire de courage, de subir ce qu'il a subi depuis 4 ans et ce qu'il est encore en train de subir aujourd'hui. C'est absolument extraordinaire. C'est une ingéniosité, une qualité dans la défense qui surprend les Ukrainiens eux-mêmes. Depuis 2014, l'Ukraine s'est progressivement rapprochée de l'Union européenne. En 2022, sa candidature est déposée quelques jours après l'invasion. Ce conflit n'est donc pas seulement territorial, il est aussi politique. Ce qui est très encourageant et très, très émouvant aussi, c'est de voir ce peuple ukrainien qui partage nos valeurs européennes et qui souhaite rejoindre l'Union européenne. Donc ce serait vraiment à désespérer qu'on ne l'aide pas et qu'on le laisse aller là où il ne veut pas aller, parce que le choix ukrainien aussi est clair. Je veux dire, il a élu un président qui veut rejoindre l'Union européenne. Vous voyez qu'il n'y a aucun mouvement aujourd'hui en Ukraine pro-russe. La guerre agit aussi comme un test pour l'Europe. En quelques semaines, les 27 adoptent des sanctions inédites. Des millions de réfugiés sont accueillis. J'espère que la guerre se terminera bientôt et que je pourrai rentrer en Ukraine. On est plus en sécurité en France que là-bas, donc en attendant la fin de la guerre, nous resterons ici. La question d'une défense européenne commune revient au centre du débat. L'Union européenne, souvent accusée de lenteur, agit. Pour la première fois, les Européens vont emprunter ensemble pour soutenir l'Ukraine. Et c'était impératif pour la survie financière du pays. Nous avons, après de longues discussions, décidé d'un prêt à l'Ukraine à hauteur de 90 milliards d'euros pour les 2 prochaines années, sur la base d'un emprunt de l'Union européenne qui sera garanti par le budget européen. Mais espérer ne peut reposer uniquement sur les armes ou les sanctions. Cela suppose autre chose. La non-violence n'est pas une naïveté. Elle est un pari sur le collectif, sur la possibilité d'une transformation lente des sociétés. La non-violence, c'est une pratique active contre la domination, contre le pouvoir, contre les abus de pouvoir, effectivement aussi contre la guerre. Et en fait, le pari de la non-violence, c'est de parier justement sur le collectif, sur le fait que tout pouvoir repose nécessairement sur un consentement. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas faire une croix sur le peuple russe en disant de toute façon ils soutiennent tous Poutine, c'est foutu, et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à acheter des chars. Parce que sinon, vraiment, il n'y a plus d'espoir possible. Il faut parier sur une pédagogie, une conversion de long terme. Il faut parier sur une révolution mentale, et malgré tout, on ne peut pas baisser les bras, sinon il n'y a aucune raison d'espérer en dehors de cette révolution mentale. La guerre en Ukraine est une tragédie. Elle rappelle que l'histoire peut basculer en une nuit. Mais elle révèle aussi autre chose.
la capacité d'un peuple à résister, la capacité d'une union à se ressaisir, la possibilité d'un changement profond. Espérer ici n'est pas fermer les yeux, c'est refuser de considérer la guerre comme une fatalité. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle raison d'espérer.